Donc merci de votre présence ce soir à cette table ronde pour une mode qui change le monde. Donc nous allons partager, comme je viens de vous le dire, 1h30 ensemble. Nous allons essayer de réserver un quart d'heure, 20 minutes à la fin de cette conférence pour vos questions. Autour de moi, donc, les speakers, Robin Cornelius, qui est le fondateur de l'entreprise textile suisse Switcher et qui est aujourd'hui fondateur de Product DNA, qui est une grande figure de la traçabilité. À ses côtés, Carrie Sommers, qui est la fondatrice de la marque éthique Pachacuti et qui est également fondatrice du mouvement Fashion Revolution, qui est une plateforme mondiale qui représente aujourd'hui dans 81 pays, Carrie, c'est ça? Bert Johnson, président de Mud Jeans, qui est lui une figure, un chantre de l'économie circulaire. Et enfin, vous la verrez arriver, Sakina Emsa, qui est créatrice de mode, qui a été multicouronnée par ses pairs, par des prix donc dans le secteur de la mode, et qui a créé et lancé en juin dernier le concept store engagé Front de Mode dans le 3e à Paris. Alors, si le climat a un effet évident sur la mode, celui des ventes du secteur textile-habillement, en revanche, on connaît moins, réciproquement, l'effet du secteur sur le climat. La fabrication des matières, celle des fils et tissus, leurs ennoblissements, leur transformation et même leur distribution ont une influence sur l'air que nous respirons, sur l'environnement au sens large, et bien entendu sans oublier l'impact social considérable du secteur. Quelques éléments de contexte que je vous propose pour ouvrir et circonscrire notre débat de ce jour avant de laisser la parole à nos experts et acteurs engagés. L'industrie mondiale de la mode, textile, habillement, accessoires, chaussures, articles de luxe, représente plus de 2,5 trillions de dollars. C'est difficile à prononcer, c'est 2,5 milliards de dollars. Et elle emploie actuellement environ 60 millions de personnes dans le monde. Ce qui fait de ce secteur d'activité l'un des plus importants, puisque le textile et l'habillement se classent au 3e rang des échanges commerciaux, derrière l'électronique et l'automobile. C'est aussi, et on ne le sait que trop peu, l'une des industries les plus polluantes au monde après le pétrole. Quelques chiffres, et c'est Greenpeace qui dénonce. Au moins 8000 produits chimiques sont utilisés pour transformer les matières premières en vêtements. Beaucoup d'entre eux sont toxiques et polluent l'environnement, notamment l'eau, et causent de sévères dommages chez les travailleurs. 25% des substances chimiques produites dans le monde sont utilisées pour la fabrication et le traitement des textiles. Enfin, quant aux impacts sociaux, on déplore 20 000 morts par an résultant d'un empoisonnement aux pesticides, la plupart d'entre eux travaillant dans la culture du coton dans les pays en voie de développement. Et ça, la source, c'est Environmental Justice Foundation. Sans compter, bien entendu, les conditions de travail déplorables des ouvriers du textile, qui est venu si tristement nous rappeler le drame du Rana Plaza, dont nous parlera Carrie Sommer. Un dernier chiffre éloquent sur la traçabilité, cette fois. 61% des entreprises du textile ignorent encore où leurs vêtements ont été fabriqués. 76% ne savent pas où et par qui leur tissu est tissé, tricoté ou teint. Et enfin, 93% ne connaîtraient pas l'origine géographique exacte de la fibre. Alors néanmoins, et désolé pour tous ces chiffres, mais c'était nécessaire de repréciser quelques éléments, certains acteurs ont pris très tôt conscience de ces enjeux et se sont efforcés de réduire les impacts de leurs activités sur l'environnement et sur la société en général. Je me tourne vers nos intervenants. Bonsoir Sakina. Bonsoir. Et je vais vous inviter tous les quatre déjà à présenter vos parcours, puisque j'ai été assez brève, et puis surtout à répondre à une première question qui serait, voilà, au regard de vos expériences respectives, quels sont les enjeux ou l'enjeu majeur à vos yeux du secteur de la mode en termes environnemental et social, et quel est votre manifeste et vos actions pour relever ces défis? Sakina, je te propose de commencer. Bonjour. Tu appuies sur le... Bonjour, Sakina Emsa. Donc moi, je suis créatrice de mode. Et dès le départ, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, il m'a semblé que ce n'était plus possible de créer de l'économie
Et en continuant à polluer, en continuant à faire tout ça en dessous de l'homme, c'est-à-dire à faire courber les chines de l'homme par le travail, enfin moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font des burn-out, et aussi de jouer sur cette course à avoir un vêtement avec une marge qui est de plus en plus forte, donc de délocaliser le plus possible, quitte à faire courber encore les chines d'hommes et de femmes dans des pays du Sud. Moi, mon manifeste, il est très simple, il est de dire, on constate, il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut agir, c'est-à-dire que dès qu'on fait un constat, il faut une action. Moi, je suis une toute petite start-up, comme dirait l'autre, et on connaît très bien le secteur du textile en France, comment il se porte. Moi, j'ai été d'ailleurs bouleversée, touchée par la manière dont Angela Merkel disait ces derniers temps sur l'engagement par rapport au textile, par rapport aussi à la traçabilité. Moi, je pense qu'il faut un engagement très, très, très clair, solide de nos gouvernements, hein, donc au niveau politique. Et quand je dis action, dans mon entreprise, j'ai décidé d'en faire un projet solidaire. J'ai fait de mon entreprise une entreprise d'insertion. Et je l'ai fait mettre en pratique les 3 piliers du développement durable à travers le textile, à travers l'humain. Et je pense que ce que j'ai fait là, tous les secteurs de métier peuvent le faire. C'est-à-dire, moi, je fais de la mode, on peut faire de la boulangerie et avoir peut-être 10% de salariés, de ressources humaines consacrés dans une économie solidaire. Et puis aussi, après, il y a une distribution qui est très importante. Et moi, ma distribution, ça a été là, il n'y a pas très longtemps, où j'ai ouvert un point de vente qui s'appelle Front de Mode, et où l'objectif est de diffuser que des marques qui répondent au moins à un des piliers du développement durable, c'est-à-dire environnemental, économique et social. Ce qui est très important, c'est que dans le secteur textile, on est dans un métier d'image, on est dans un métier de désir, j'aime dire développement désirable. On est dans un métier de désir, et quand on est on ne peut pas se permettre de faire de l'éthique sans que ce soit beau, sans que ça donne envie, parce que c'est un espèce de leurre que de se dire, voilà, on fait de l'éthique, donc du coup les gens vont acheter. Les gens vont acheter une fois, mais il faut fidéliser. Quand on fidélise la clientèle, elle aime le produit bien fait, avec un vrai savoir-faire. Et quand on sait qu'effectivement il y a du sens, c'est encore beaucoup plus important. Et moi, je milite pour que, comme dans mon magasin, il y en ait plein de magasins comme ceux-là, qui sont, moi je dis que c'est un magasin manifeste, parce que à un moment donné, c'est de démontrer à la fois au pouvoir public, aux consommateurs, qui deviennent vraiment des consommateurs, qu'on peut fabriquer des vêtements localement, mais on peut aussi fabriquer dans des centres d'aide par le travail. On peut décider de polluer moins et de recycler les textiles, ou de faire avec des tissus bio. Et tout ça, c'est réalisable et dans notre économie. Voilà. Merci, Sakina. Donc, ton manifeste, c'est d'allier la créativité à toutes les contraintes sociales, finalement, et environnementales. Absolument, Cécile, ça s'appelle Pour un écosystème de la mode au XXIe siècle, avec plusieurs points que je vous invite à aller regarder et à signer, et puis à venir voir. Hein. Mais il est là. Voilà ton manifeste. Et voici ton adresse pour ceux qui veulent pousser ta porte. Berthe, je m'adresse à toi avec la même question. Quel est pour toi l'impact majeur? Parce que ça, Sakina, tu y as répondu, mais dans le corps de ton intervention. Quel est pour toi l'impact majeur? Pardonnez-moi. 42 rue Volta, dans le 3e. Et puis Blue Line, c'est l'adresse de ta société de création, qui, elle, est dans le 18e. Goutte d'or, j'adore, pour faire un petit peu de publicité. C'est ce que tu as signé. Absolument. Je peux passer? Je vous en prie. Voilà, donc Berthe, on en revient à toi. Oui. Quel est pour toi l'impact majeur de la mode, et qu'est-ce qui t'a décidé à fonder cette marque engagée et symbole de l'économie circulaire Mud Jeans? Oui, donc moi j'ai commencé dans le monde textile à 23 ans, j'ai déménagé en Chine. Donc j'ai vu ce qui se passe là-bas, et j'ai vu de très bonnes usines, mais j'ai vu de horribles usines aussi. Il y a 3 ans, j'ai décidé de changer, de faire quelque chose de nouveau, de disruptif. Et j'ai décidé de faire une marque qui s'occupe de sa propre
pollution. Donc, pour nous, de travailler avec des usines qui sont déjà bien, où les gens sont bien payés et travaillent dans des conditions acceptables. Nos usines sont auditées par le Fairware Foundation. Donc ça, c'est quelque chose qui est couvert pour nous. La matière première, coton, on travaille que avec du coton. Non, c'est bon. Et pour nous, la question, c'était, notre manifeste, c'est « We dream of a world in which there's no such thing as waste ». Donc, la question, c'était comment on fait, on livre un produit, et comment est-ce qu'on fait pour l'avoir de retour après usage. Et on a inventé le lease a jeans. Donc, ça veut dire que nous, en fait, on reste propriétaire du matière première. Je loue des jeans, oui. Tu loues les jeans. Donc, non, mais vous bon, pouvez vous en servir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, beaucoup de plaisir, j'espère. Mais après usage, ça revient chez nous. Nous, on fait en sorte qu'on réutilise le coton, on déchire le coton. En fait, la première étape, c'est de réutiliser les jeans tels qu'ils sont, parce que c'est la meilleure façon. Oui, tu peux continuer. En fait, ça, c'est en fait les contraintes, il faut continuer. En fait, oui, il y a quelque chose à dire. Dans tout ce qui est déchets dans le monde textile, il y a beaucoup de vêtements qui sont brûlés aujourd'hui, avec toutes les émissions de carbone avec. Aux Pays-Bas, c'est 135 millions de kilos de vêtements qui sont brûlés tous les ans. Pour la France, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'au monde entier, ça donne 10% de la pollution CO2. Alors c'est énorme et personne n'en parle en fait. Prochaine slide. Donc nous, on reconnaît les trois majeurs problèmes dans le monde du textile. Et bon, d'utiliser des esclaves, c'est quelque chose que je crois que personne n'en veut. Mais aussi utiliser les vêtements comme on veut et les avoir retour après usage, c'est quelque chose que nous faisons. Donc on ferme notre propre cercle. C'est pour ça que ça s'appelle l'économie circulaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les jeans qui reviennent? Donc oui, tu peux y aller. Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? La question importante, c'est est-ce qu'on doit être propriétaire des choses? Un bon exemple, c'est toujours la machine à laver. Est-ce que vous êtes intéressé d'être propriétaire d'une machine à laver? Moi, je ne crois pas. Il faut que les vêtements soient lavés. Donc, pour un jean, on peut se poser la même question. Est-ce qu'il faut être propriétaire d'un jean ou est-ce qu'on est intéressé de la porter? Voilà, vous aimez bien, c'est bien. Vas-y, n'oubliez pas d'en lire une cet après-midi. Donc, c'est ça la question principale. Et ça compte pas seulement pour le textile, ça peut aller pour tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les jeans qui reviennent? Bon, la première chose, c'est que ça peut être des jeans qui sont encore parfaitement en bon état. Et la meilleure façon de recycler les choses, c'est de l'utiliser pour laquelle ils ont fabriqué. Donc, on a une deuxième étape qui s'appelle le vintage jean. Si Cécile a porté nos jeans pendant 1 an, voilà, on appelle ce jeans la Cécile et on demande Cécile si elle a une histoire ou une aventure avec ces jeans. Donc, elle adore nous raconter cette histoire. Ça marche très bien, bien sûr, sur social media et sur tout ça. Donc, comme nous achetons des jeans beaucoup trop chers au début, et on ne peut pas vendre plus cher, parce que ça, le consommateur n'accepte pas. Donc, il y a moins de marge pour faire du marketing. Donc, c'est notre façon d'être malin et de dire, OK, on va utiliser Cécile, elle va nous aider avec son histoire du jean, et on vend nos jeans en vintage. Donc, en fait, je vends 2 fois le même jean. C'est malin, non? Mais c'est l'État qui en gagne le plus, parce que je paye aussi 2 fois la TVA. Aussi aux Pays-Bas. Donc, où est-ce que j'étais? Oui, donc après, qu'est-ce qu'on fait? Si vraiment le jean est complètement fini, surtout à Amsterdam, il y a beaucoup de gens qui font le vélo. Donc, ils sont cassés à un endroit où on ne peut plus faire beaucoup de choses. On les envoie en Italie ou en Espagne. Il y a deux personnes qui peuvent déchirer le jean complètement jusqu'à des petits fils. Et on doit toujours en remettre un petit peu de nouveau coton. Mais là, par exemple, j'ai une très belle suite ici, une veste en fait, qui est fabriquée en Italie avec nos anciens jeans. Donc ça, c'est 84% de déchets. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment ce qui parle le plus, c'est que le produit est vraiment génial. Hey, Carrie, don't you think so? She says yes. On peut le laisser circuler dans le public. Tu as peur qu'il ne revienne pas? Bientôt, ces vestes sont à vendre à Paris aussi. On fait un pop-up store avec Sarah. Sarah, dis bonjour à tout le monde. C'est où le pop-up store? J'ai pas l'adresse. Dis-moi. Ah, moi, j'ai l'adresse. C'est 9 rue de Duras dans le 8e. C'est voilà, ça. Donc,
tout le monde allait chez Sarah. Du 15 au 19 décembre, sans publicité. Voilà, On en a fait pour j'ai Sakina, promis de on faire en la fait pour Beau Shop, le pop-up store qui proposera les mud jeans. Alors, je vais plus doucement. Doucement, doucement. Je ne pensais pas faire de la publicité. C'est la 30 secondes de publicité qui m'avait aimé. Ah, pardon, Oui. c'est pas ça. Bon, je recommence quand même. Alors, ce sera du 15 au 19 décembre. C'est 9 rue de Duras, dans le 8e, et c'est à Miroménil. Voilà. Très bien. La page Et de sinon, publicité est close. mudjeans.eu ou .fr, vous pouvez commander vos jeans. Donc ça, c'est quelque chose que moi je trouve génial. Les Italiens sont champions du monde, ils font ça depuis très longtemps. Il y a aussi une usine en France, en fait, qui fait ça. Dans le sud de la France, il y a une usine qui déchire les anciennes jeans et qui en fait des fils. Donc la troisième étape, c'est de re-en-faire des jeans. Donc pour une matière denim, il faut que ça soit solide quand même. Donc dans la chaîne, on ne peut pas utiliser la fibre courte, seulement dans la trame. Donc on arrive aujourd'hui à faire 23% de produits recyclés dans un nouveau jean. On en vend aussi. Voilà, c'est notre façon de faire tourner l'économie circulaire et de faire en sorte que nous, comme propriétaires, comme fabricants de vêtements, que nous sommes responsables pour notre propre déchet. Donc il y a une entreprise aux États-Unis qui a regardé notre entreprise, qui s'appelle Pale Blue Dot, et qui a calculé pour nous l'effet que nous avons comme entreprise avec nos produits au niveau utilisation de l'eau et de carbon waste. Et c'est vraiment génial parce que je le savais déjà, mais depuis 2 semaines, j'ai cette étude. Et ça nous confirme ce que nous sommes en train de faire. Bon, ça aide. Oui. Bah, d'utiliser, déjà commencer avec du coton bio. Donc tout le coton que nous utilisons, c'est du Gold Certified, de Global Organic Textile Standard. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, c'est une certification pour faire en sorte que le coton que j'achète, qu'il soit équitable et bio. Donc, pas de pesticides ni d'insecticides. Voilà. Ça, bon, comment je fais? J'ai besoin de partenaires, bien sûr, parce que je ne peux pas non plus regarder toutes les boules de coton qui sont des terrains. Donc, on travaille avec The Fair Wear Foundation, Max Havelaar. Aux Pays-Bas, bien sûr, il faut financer une idioterie comme ça. Je dis toujours, c'est un hobby qui coûte très cher aujourd'hui. Donc, il y a Stichting Doen aux Pays-Bas qui nous supporte financièrement. Mais ça, c'est notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est financer cette entreprise parce qu'on est encore, ça existe 3 ans aujourd'hui. Les banques, ils ne sont pas là parce qu'ils trouvent ça très dangereux de financer dans cette entreprise. Donc, c'est le monde textile, c'est circulaire et c'est... Non. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est nous. Cécile, est-ce qu'il reste des questions? Non? J'ai tout expliqué. Je vous propose de poser les questions à la fin, d'accord? Vous pouvez les réserver, les noter, et puis on s'adressera à Berthe. Merci beaucoup, Berthe. Carrie, fondatrice de Pachacuti et du Fashion Revolution. Alors, pour ceux qui voudraient la traduction, Carrie va intervenir en anglais, et c'est sur le canal 1. Ça, c'est pour l'anglais, et le canal 3 pour le français. Carrie, c'est à toi. Ah, je vais te mettre là. Earlier this week in Brussels, Fashion Revolution launched our first white paper to MEPs and European commissioners. This is a white paper on transparency which can be downloaded from our website, and it sets out how the industry, policymakers and the public can work towards a cleaner, fairer and more transparent fashion industry. It sets out what we need to change socially and environmentally in terms of human rights, working conditions, wages, waste,
and most importantly at the moment for us at Fashion Revolution, in terms of transparency and traceability. The question, who made my clothes, should be a simple question. We would expect brands to know the answer, but a recent report, the Behind the Barcode report, found that 48% of brands didn't know where their clothes were made, and a massive 91% didn't know where the raw materials came from. So that means that only 9% of the brands know where the cotton comes from in the clothes which you're wearing today. Now, cotton needs extensive irrigation. One cotton t-shirt needs around 2,700 litres of water. And I read recently that IS has taken over 3/4 of the cotton fields in Syria. And then at a workshop in Brussels earlier this week, I heard that the cotton bales coming from Uzbekistan are routinely labelled as being made in Bangladesh. So if the brands don't know where their cotton is coming from, how can we know that we're not supporting terrorism? How can we know that we're not supporting forced labour and child labour with the next cotton garment which we buy? Most of the public still isn't aware of these issues. We need to change this story. We need fashion to become a force for good. The fashion and textile supply chain is one of today's most influential in terms of its financial power, but also in terms of how it shapes wider trends, beliefs, attitudes, behaviour and identity. Baroness Lola Young of Hornsey, who you can see here, said Fashion Revolution promises to be one of the very few truly global campaigns to emerge this century. Whilst much has been done by individual organisations over the years to bring about change, Fashion Revolution aims to provide a platform for best practice across the supply chain, everything from the cotton farmers at the beginning of the supply chain to those designers and brands who are finding innovative ways to reduce waste, like Mud Jeans. So much is hidden within the fashion supply chain. Almost no one has a clear picture as to how it all really works, from the seed, from the cotton, right through to waste. Unlike food labelling, the labels we see on our clothes actually tell us very little. And it's important to remember it's not just the brands as well. There's a myriad other players in the fashion supply chain, like the private and white label manufacturers. I'm sure very few, if any, people in this room have heard of Li and Fung, but Li and Fung actually supply 40% of all clothes sold in the United States. Yet because they're not a brand, because their label doesn't appear in your clothes, there is very little public pressure on them, if any. Not one of these brands publishes a social or environmental responsibility report, and not one of them publishes any list of its stockists or its suppliers. The fashion supply chain is fractured, and the people who make our clothes have become faceless, and this is costing lives. Tragedies like the Rana Plaza disaster in Bangladesh, which is what started the Fashion Revolution movement, are preventable, but they will continue to happen until every actor in the fashion supply chain is responsible and accountable for their actions and their impacts. Fashion Revolution also wants to celebrate fashion. We believe that fashion can be a force for good, and we knew that for real change to happen, we needed the brands and the retailers to get involved so that we can showcase examples of what better really looks like. The first Fashion Revolution Day took place on the 24th of April 2014, the first anniversary of the Rana Plaza collapse. And each year the movement will tackle some of the fashion industry's most pressing issues. On the 24th of April 2014, the campaign ran in 62 countries, and now we have expanded, and there's actually 81 countries now involved in Fashion Revolution.
In 2014, tens of thousands of people wore an item of clothing inside out. They showed their label and they asked brands to tell them who made my clothes. Brands and retailers were challenged to take responsibility for the people and the communities on which the businesses depend. Events took place around the world. Every major newspaper and magazines like Vogue, all covered Fashion Revolution Day. Using the same branding and turning an item of clothing inside out was a visual way to link fashion lovers around the world with the people who made their clothes. The message was very clear. We want to know who makes the clothes which we wear, but unfortunately very few brands responded to their customers. Mostly when they did reply, they indicated the country of origin and pointed people to the corporate social responsibility page on their website. But we want to know about people, not policy. Transparency is vitally important in the supply chain. We can't start to tackle exploitation unless we can see it. That's why this year we decided to ask the question, who made my clothes again? And to keep on asking the question until brands and retailers can start to give us some real answers to the question, who made my clothes? As you can see from these photographs, this year a lot more brands and retailers did start to answer the question and started to show us some of the faces behind the clothes we wear. Our global online reach from press was 16.5 billion, and this huge figure means that the transparency spotlight is shining ever brighter on the brands. There is nowhere to hide. Ultimately, brands will have to listen to the people who are asking, who made my clothes? In the future, all of the actors in the fashion supply chain will have to be able to answer this question. Answering the question, who made my clothes, requires transparency, and this implies honesty, accountability, openness, and communication. And this information needs to be made available to the public in a way which starts to rebuild public trust in the fashion industry. The Rana Plaza factory collapse has produced a new generation of fashion revolutionaries. People like you who have been exposed to new and powerful stories about how your clothes are made and are asking new and powerful questions. Who made them? Where? What were their pay and conditions like? What quality of life can a garment worker have? What are the environmental consequences of making this item of clothing? Could things be better? Are things better? And what can we do if we don't like what we find? We hope that by 2020 the public starts to get some real answers to these questions. We hope to see thousands of brands and retailers able and willing to answer the question, who made my clothes? We hope to see the makers and the producers become more visible. We hope to see thousands of stories told. And we hope to see consumer demand for fashion made in a sustainable and an ethical way. And we hope to see real transformative change start to take root in the fashion industry. Thank you. I have lots of booklets called How to be a Fashion Revolutionary as well, so please do collect one afterwards. Merci beaucoup, Carrie. Je vous invite effectivement à venir chercher à la fin de cette conférence les différents documents que Carrie vous a apportés. Et bien sûr, à rejoindre le mouvement Fashion Revolution, dont je suis très fière d'ailleurs d'être je suis au bord je suis au Conseil français et j'en suis très très fière. Donc avec Sakina et Berthe, nous avons pu constater donc, que les créateurs s'engageaient, que l'on peut allier désirabilité et durabilité. Carrie nous a démontré et a appelé à plus de conscience de la part des fabricants et une sensibilisation aussi de la part des consommateurs.
Je vous propose maintenant de découvrir l'outil que Robin a développé, puisque un récent sondage nous indique que 74% des consommateurs seraient susceptibles de payer un supplément de 5% sur l'achat de leurs vêtements s'ils étaient assurés de connaître la traçabilité de ces vêtements et puis la rémunération et les conditions de sécurité des travailleurs accessoirement. Robin, c'est à toi. Bonsoir. Allô? Allô? Vous m'entendez là? Voilà. Je ne veux pas te décevoir, Cécile, mais les consommateurs ne sont pas du tout prêts à payer 5%, même pas 1% de plus. Et je leur donne raison, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils doivent payer plus pour une information qui existe. Il suffit de l'organiser. Je vais juste me présenter, je m'appelle Robin Cornelius, je suis suédois, grandi en Suisse. Et quand j'ai fini HEC et Sciences Po, pour gagner un peu de sous, aucune vision planétaire, gna gna gna, je voulais juste faire des sous pour aller au Brésil. Alors j'ai commencé à importer des sweatshirts et des t-shirts pour le comité HEC. Puis j'ai gagné 9 francs de l'heure avec mon taxi, la nuit. Et je me suis fait 2000 balles d'un coup en important des sweats. J'ai dit, ça c'est le truc. Puis alors en commençant à en faire des sweatshirts, je suis descendu au Portugal. Puis après j'ai dû aller en Inde parce qu'on m'a dit d'aller là-bas. C'est là qu'il y a le coton le moins cher ou le mieux, tout ça. Puis je me suis pris au jeu. Et puis pendant quelques années, j'ai développé donc une marque suisse qui s'appelle Sweetshare. Et au fil du temps, je suis passé 3 bonnes années en Inde, ça veut dire 250 voyages. Et j'étais avec mon partenaire là-bas, enfin mon fournisseur. Et on parlait ni politique, ni sexe, ni culture. C'était un paysan garde, on parlait boulot. Mais au bout d'un moment, on a marre de parler boulot. Alors je parlais rue, kids, kids in the street. Why don't we open schools? Plenty of schools, Robin. We don't need schools. J'ai fait bon. Alors we're still going to open schools. Alors vu qu'on finançait, il était d'accord. On a commencé à se promener à Tirou pour acheter des terrains, mais extraordinaires. Tu vas à l'endroit le plus pourri, puis le bonhomme il s'évanouit. Je vais acheter là. À tu obtiens des terrains pour peanuts, parce que où c'est le plus pourri, c'est que là on s'est compris. Alors on a ouvert cette école, des dispensaires médicaux, un monstre Beans pour recycler l'eau. On a investi des millions là-dedans. Mais comme j'avais la chance d'être un petit peu rapide avec nos habits, on vendait jusqu'à 7 millions de pièces par an en Suisse. Juste pour situer, c'est Paris, même pas élargi la population. Et donc, je vous la fais un peu plus courte, en 35 ans, on a vendu 120 millions de pièces pour 600-700 millions de chiffre d'affaires, avec des règles. Puis quand tu arrives à 60 balais, c'était magnifique. On a fait développer plein de choses, puis je remarque, c'est pour vous aujourd'hui, la révolution, c'est pas eux, c'est pas nous qui allons la faire. Impossible, c'est vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si on considère le textile, d'abord, vu qu'on travaille en traçabilité, on voit beaucoup de gens, d'organisations, et l'immense majorité des gens, c'est des gens bien, je suis plutôt rousseauiste, hein. L'homme est bon dans le sens qu'ils se donnent tous de la peine, mais ils négligent l'information. Et toutes les usines se donnent de la peine, mais elles ne savent pas communiquer. Alors si on prend dans le verre plutôt à moitié plein que moitié vide, je reviens à ce que disait, qui était voir Sponville tout à l'heure à la salle 1. Parce que j'ai écrit un chapitre sur ce monsieur, il parlait de la morale. Il parlait du capitalisme, il a donné un cours en 99. Là, il parlait de le capitalisme est-il moral ou immoral? Puis en fait, c'est amoral, c'est un système. C'est le meilleur en termes d'efficacité, on va dire. Hein? Mais c'est un système. Il faut 3 choses. Il faut de l'argent. Si avec Cécile, on a du fric. Si on veut lancer un sirop à base de pourri, mais qui est légalement acceptable par les normes, il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire quoi qu'on veut. Rien. Et donc, il faut réguler tout cela, et notamment le textile. Alors, pour le réguler, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire appel à la morale individuelle. C'est le titre du bouquin que j'avais en allemand, qui est Schlafzimmerbuchhaltung. En français, dans le texte, la comptabilité de la chambre à coucher. Quand tu te couches le soir, tu fais ton bilan avec bonne ou mauvaise conscience. Si on le fait tous les jours, c'est la morale individuelle qu'il faut toucher.
Et j'en suis convaincu. Mais maintenant, il y a une petite révolution à faire. Et tout ce que vous êtes là, c'est magnifique, mais c'est parfait. Quand Sakina dit le vêtement doit être désirable, il faut créer le désir. Je suis tout à fait d'accord. Si tu essaies d'être moraliste, t'es mort. Alors, il faut. Le textile, on dit toujours c'est sexe, rock and roll, ego. C'est un peu vrai. Mais la mode n'est pas si grande dans le textile. Tu as le homeware, tu as les basics, tu as tous les Walmart, tous les Lidl. Tout. On parle de mode parce que c'est cool de parler de la mode. Fuck the fashion. Moi, je m'en fous de la mode. J'ai jamais eu de styliste. Non, mais parce qu'on ne sommes pas mode. J'ai tout pompé pendant 30 ans. Mais j'ai pompé juste, avec le fil juste, avec les machines justes, avec un marché juste. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? On a été la première marque en Suisse à être avec Fairway Foundation, il y a déjà 12 ans. On a fait notre premier Code of Conduct il y a 24 ans. On était les premiers à faire du coton organique en Suisse. On était les premiers à avoir Max Havelaar. Oui, je dis encore quoi? C'est des conneries. On a fait plein de trucs, mais pour un petit marché, pour 100 millions de pièces, en 30 ans, c'est pas relevant. Par contre, si on arrive à changer le monde, en vous changeant, en vous donnant l'information, là, on nourrit son ego. Là, on dit « yes, I did it ». Alors, si vous regardez ce qu'on passe avec... reprends le début des slides. Voilà, changer le monde. On travaille... GOTS, Global Organic Textile Standard. GOTS, c'est une norme qui est juste pour contrôler que les balles de coton organique qui vont de A à B, du jeaner au filateur, au teinturier, qu'il n'y a pas 40 tonnes qui deviennent 60, donc il y a du conventionnel mélangé. Et je vous jure, tu ne vois aucune différence, sauf sur finaliste chimique. Donc GOTS fait des certificats. Très bonne société. WRAP, très américain, Health and Safety. Alors là, il ne faut pas que ça prenne feu. Pas mal. Très bien. Ensuite, il y a Ecotex, vous connaissez le standard. Clean Clothes Campaign, activistes qui sont bien, etc., etc. Donc, tous ces labels, qu'est-ce que nous, on fait avec la traçabilité? On ramasse tout, on ne juge pas, et on met en ligne. On met en ligne, online, immédiatement, toutes les chaînes de production de nos clients. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils découvrent souvent d'où ils achètent. Ils ne savent pas. Tu as le CFO qui donne un budget au chief buyer. Le chief buyer, il envoie son buyer. À l'époque, il allait en business. Maintenant, de toute façon, c'est le même CO2. Il descend dans son hôtel, il prend son ginto, il place ses commandes, puis il dit il faut bien livrer à temps. Et puis encore, il achète chez un agent qui a des subcontractors. Et le subcontractor qui est sous pression parce qu'il ne livre pas à temps, il fait des extra overtime qui ne sont pas payés, double. Tous ces trucs n'intéressent personne, sauf si tu sais que si tu pèses sur un bouton, tu as tout online. Mais le défi, il faut que ça intéresse les gens. Avec notre code, Respect Code, j'ai oublié de mettre le slide, mais ouais. Tu changes de slide, ouais. Alors oui, ça, je vais te commenter. Quand tu mets sur le code qu'on a mis sur les habits, on a tracé 45 millions de pièces. Vous savez combien de gens s'intéressent à notre site? Quelques milliers par mois? Peanuts. Mais parce que c'est pas sexy, c'est trop technique notre truc, il est B2B. On est en train de changer très vite, on est en train de tracer en signe des trucs magnifiques avec des belles villes, des capitales francophones européennes, je ne sais plus les noms. Enfin, puis avec Berlin, on a signé avec le ministre de l'Environnement une Bündnis. Et où je me la pète, c'est que comme on quitte le business, on est dans la politique, mais objective. On n'a pas le temps maintenant, mais vous pouvez Respect Code, je vous fais un démo. Le truc que je porte, vous mettez le clic, ça vous dit la consommation de CO2, le water footprint, la consommation d'eau, toute la chaîne, tous les audits, les certificats, s'ils sont un jour. Tu peux passer 20 minutes sur tout le truc. Mais ça ne coûte rien, c'est tout online. Ce qui mène d'abord pour le consommateur s'il veut savoir. Mais avant le consommateur, peut-être qu'il va se dire, si c'est tracé, j'achète. Et s'il est un petit peu curieux, il va les regarder. Mais c'est la boîte elle-même qui ne sait souvent pas où ils achètent. Pas parce qu'ils veulent tricher, parce qu'ils n'ont pas l'info, c'est trop complexe. Parce que le bailleur, il achète là, il déplace les productions là. Donc, on est un facilitateur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
très important. 25% des produits chimiques, ça c'est qui disait ça? C'était toi, ouais. Les produits chimiques du monde sont consommés par le textile. Ouais. Et si je vous dis que le plus grand pollueur au monde, c'est le coton, si on était raisonnable, dans 3 générations, 2, 3, 4, on ne consommera pas de coton. C'est débile le coton. Sorry for your jeans. Heureusement qu'il est recycle. C'est ce qu'il y a de pire. Tu as 1,2 kg, le denim, le poil. On va travailler avec des matières synthétiques, avec des constructions spéciales, avec des micronaires. Tu passeras les habits qui pèseront rien. Ta valise à moitié vide parce que tout se tasse. Tu le sèches, tu le rinces dans la baignoire, c'est sèche, c'est sec en 3 minutes. Et surtout, on va les flasher, les habits, comme les hôpitaux, pour désinfecter. On n'aura même pas besoin. Ça fera drôle, hein, tu laves ton habit, il est passé au filtre. L'odeur disparaît. Mais on ne va plus utiliser l'eau dans 4 générations. Et ce n'est pas très politiquement correct de parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y a 450 millions de gens qui gagnent leur vie là-dessus sur le coton. Il faut juste le savoir. Tu nous expliques, Robin, ce slide, par exemple ouais. Attends, reviens juste avant, je vais expliquer quelque chose. Avant, encore, voilà. Voilà. Vous savez, les piliers de la traçabilité, c'est la même fameuse du développement durable, la fusée de Tintin. Hein. Tu as l'écologie, le social, puis le cash. Sans cash, c'est du bidon, c'est nice to have, puis tout au long du... Bon, il faut des 3 trucs. Problème, c'est quand on a la fusée de Tintin, tu ne sais pas si elle va comme ça ou comme ça parce que tu es dans la fusée. Tu ne peux pas te voir. Alors si tu investis trop dans le social, parce que, ou tu mets tout ton budget là-dedans, tu ne soignes pas l'écologie, c'est disproportionné, ou bien tu veux vraiment faire du cash, return on investment, tu veux faire du shareholder value, tu veux pas la fusée, elle ne part pas tout droite. Alors mettons au moins qu'elle parte, c'est déjà pas mal la fusée. Mais il manque la traçabilité. Moi, je ne crois que ce que je ne vois, et qui est online, et on travaille avec tous les auditeurs, on dit amenez-nous le certificat et on met en ligne, on ne juge pas. Et comme on dit en anglais, shit happens in life, dans un atelier X, un mec, il a fait des heures supplémentaires, il a posé dire à son chef, et puis il y a, je sais pas, voilà. Eh bien, c'est online. Et qu'est-ce que fait la boîte? Elle s'excuse. On fait des CAPS, Corrective Action Plans, et puis dit voilà, oui, vous avez raison, on a pris les mesures. Souvenez-vous de Nike en Malaisie. Hein? 14 000 employés, 12 000, child labor, c'était il y a 20 ans. Ils sont magnifiques, ces Américains, on voit qu'ils ont toujours une vision très sensible. Ils ont fermé. 24 heures. Donc tu fous 12 000 personnes dans la rue. Et des enfants. Alors, déjà que c'est un enfant qui bosse dans l'usine, bon, tu me diras, il ne devrait pas être chômage, il devrait être à l'école, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est fini tout ça. Ces gens, ils ont pris des mesures. Nike publiait à 10 ans, on consomme, on met 4% de coton organique dans nos productions mondiales, ou 8. Tout le monde dit, ils se foutent de nous. 8, c'est un bout de la Manche. Mais c'est les 2e ou 3e plus gros consommateurs de coton organique au monde. Ils ne savent pas se vendre. C'est ça qu'ils devraient dire. Mais ça, c'est encore un détail. Ce que je voulais vous dire, le plus important, avec le recul, où je deviens un peu pédant et vieux, mais souvenez-vous ce qu'on a appris à l'école. Vous avez le secteur primaire, l'agriculture. Ah, tu t'en souviens, tu es bien plus jeune, c'est pour ça que tu t'en souviens. On se verra après d'ailleurs. Le secteur secondaire, transformation, industrie, puis le tertiaire. C'est nous, on est là, le Paris, la consommation, les services. Nous, on est tous dans le tertiaire. On ne connaît qu'une chose, c'est ce que je vais montrer après. On connaît une marque et un produit. C'est tout ce qui nous intéresse, parce que nous, on vit le tertiaire. Est-ce que c'est branché? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cher? Ouais, j'ai mis de côté, gna gna gna. Et tout le monde s'en fout du secteur secondaire. Mais je peux vous dire, 80% de la pollution en termes de pesticides, consommation, tout ce que vous voulez, c'est au moment de la fabrication. Mais le end user, on s'en fout. On nous a pas appris à s'intéresser aux usines, aux des machines qui teignent. Au début, quand on teignait nos t-shirts, nous, on consommait, rien que pour switcher, attendez voir, j'ai acheté un de ces machins pour recycler l'eau, 700 ml d'eau par jour et 4 tonnes de sel. On a acheté une machine qui a coûté 1,5 million de dollars, et puis que le maintenance qui coûtait 300 000, donc ça coûtait 2,5 millions sur 5 ans. Mais sur 5 ans, comme on produisait 10 millions de pièces, tu divisais, ça me coûtait 40 centimes par pièce pour financer la machine. Et de 700 ml d'eau, on est passé à même pas 100 000. Et de 4 tonnes de sel
on a économisé 80%. Les 25 lorries, les camions qu'on avait, qui transportaient 12 000, jour et nuit, parce qu'on allait chercher la flotte à 200 kilos, on les a revendus, on a gardé 2, on distribue l'eau potable, c'est cool dans les villages, et on avait une eau magnifique, un pH top, parce qu'on peut le neutraliser, mais personne ne s'intéresse à ça, sauf si par hasard, je suis là, puis je suis là, puis c'est moi qui décide, j'ai le pognon, on va là. Donc, comment normaliser tout ça? Eh bien, il faut un système qui met en valeur. Alors, le secteur secondaire, que je disais, c'est lui qui a les plus grands les écarts sociaux. La vendeuse, bon, elle a peut-être son SMIG, mais il n'y a pas des vendeuses qui sont payées moins cher que les autres. Ils ont quand même un contrat de travail. Ici, c'est tout régulé. Mais dans les pays de production, c'est là que c'est un peu le far west. Alors maintenant, si tu prends le slide suivant, hein, t'inquiète pas, Cécile, je suis là. Si. Voilà. Oui, voilà, là, l'origine des vêtements. Alors tu peux aller au suivant. Alors ça, c'est une usine magnifique, un peu pourrie. Vous savez où c'est? Quel pays? En Chine, ça? Where from? Non. Ah, non. Oh, Non. non. Dis pas Italie quand même. Non. Chine. Italie, ma chérie. Ah. Va au suivant. T'es à Prato. Je l'avais pas Tu as lu. une communauté de Chinese men, ils sont 20 ou 30 000. Il y a eu c'est un article, désolé, c'est en suisse allemand. Il y a eu, je ne sais plus combien, qui sont morts. Oui, il y a 7 qui sont morts. 7. Machin, truc. Ils sont des trentaines de milliers à bosser à 3 heures de TGV d'ici, ou 4? Non, à Paris, moi je parle. Où est Prato? Oui, au nord d'Italie. C'est au nord, hein? Enfin, C'est pas Florence, ouais, au nord. c'est ça. Donc, moi je ne crois ce que je vois. Donc, sur un habit qui est codé, tu dois avoir la traçabilité, tout. Vous allez me dire, mais comment on sait la consommation d'eau? C'est du technique. On a développé un calculateur avec l'Université de Lausanne il y a 10 ans. On réunit l'information, on sait la consommation d'eau, on sait le water footprint, on sait le CO2. Mais à la limite, ça intéresse personne. Si je te dis que ce machin, c'est 1 million de litres d'eau, puisqu'un iPhone, c'est 400 000. Je me dis, mais pourquoi 400 000? Parce que la machine qui usine la petite pièce de la pièce, elle-même est fabriquée par une autre machine qui est usinée par une autre pièce. Et toutes ces machines sont refroidies par l'eau. Ça sert à quoi d'expliquer ça au grand public? Ils aimeraient juste savoir certains critères A, B, C, qui peuvent s'identifier, et ça doit être fun. Par exemple, pour la bouffe, on avait rendez-vous avec le gouvernement Sarko pour le code. Ils nous ont envoyé fiché après 3 séances. On voulait mettre une pastille rouge, orange et verte sur la bouffe. Voilà. Alors, suivant si tu achètes des fraises à Paris en décembre, c'est rouge. Affichage environnemental. Voilà, affichement. Et puis si c'est hors saison, c'est rouge, si c'est là, c'est ouvert. Alors quand tu es avec ton caddie, si tu es tout rouge, tu as l'air con. S'il est ouvert, tu as l'air encore plus con. C'est que tu as passé 1h30 à chercher le truc. Mais ça amuse tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Donc là, maintenant, tu as le suivant. Ah, voilà. Et c'est ça. Après ça, vous avez tous raison, mais regarde bien. Vous voyez la marque A, B, C. A, on va dire Gucci, 4 000 euros. Non, un Birkin, on va prendre un Hermès, 20 000 euros. Normal. H&M, un tripack de string, 7,90. En plus du 30% en promotion. C'est normal, c'est H&M. Esprit ou une petite marque bourgeoise, la dame trentenaire, machin, prend un petit peu d'esprit, elle paiera 100 euros. Donc vous vous intéressez à la marque, éventuellement à son look, même pas à sa culture, parce qu'elle ne la communique pas, parce qu'elle oublie qu'elle en a une, elle la communique mal du moins, et au prix. Mais cette paire de lunettes, Paul Smith, ça c'est une pompe essence à 9 euros. J'avais acheté une fois une Paul Smith, je me suis assis dessus, trop cher, j'arrête. Elle est peut-être mieux fabriquée qu'une paire, je ne serais pas une Paul Smith. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est tout automatisé, si c'est le sable utilisé, on ne sait rien de rien. Pourquoi on ne sait rien? Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord que vous ne connaissez rien, à part 2, 3 pros. Ouais, toi, tu sais, puisque tu fais ton jean. By the way, tu vends 1,9 million de jeans, c'est ça? Pardon? You sell 1.9 million jeans, right? Yes, of course. Every day. No, I divided 38 billion by... Son premier truc, je suis arrivé à 1 900 000 paires, je vais me tromper. Oh, it was one mistake. Ben, regardez bien, vous êtes d'accord, ça? Maintenant, tu vas au suivant. Ça, c'est le public eye. C'est nous, hein, l'œil. Et comme quand tu vas sur le code, tu peux voir
toutes les étapes, parce que c'est online. Tu as le nom de l'usine, tu peux appeler le mec, tu peux bloguer, tu vois, c'est tout publié. Tu vois toutes les étapes, et donc l'œil de Moscou, j'allais dire nous, on peut aller évaluer la valeur d'une chaîne. Ça a l'air cool, mais la chose la plus relevante et qui me... Ouais, hein, je me la pète, mais je suis sûr que c'est tellement juste, c'est que et je vais finir avec ça, rassure-toi, attends, c'est important. La concurrence au niveau secteur tertiaire est malsaine à long terme. Passer, bon, meilleur service, meilleur prix, meilleur truc, mais pour finir, on pousse, et puis on va acheter des trucs qu'on n'a pas besoin. Vous êtes tous d'accord? Bon. La concurrence dans le secteur secondaire, ça amène l'excellence. Je vous explique pourquoi, c'est tout con. Vous voyez ces chaînes de... Là, vous avez dans cet exemple 3 chaînes de production, hein, 3 chaînes, dans une zone définie. Là, par exemple, le Portugal, ou la Turquie, ou l'Inde. À gauche, vous avez le cotonnier. Après, là, le filateur, après le teinturier, le confectionneur, puis le transporteur, puis la marque. D'accord? Imaginez-vous, parce que j'ai dit à Sandra de planter un slide, j'aurais dû mettre un peu d'énergie, je m'excuse. Mais il manque des trucs. Imaginez-vous que la ligne du haut, on met des notes qu'on évalue. Le cotonnier, on lui met sur marks out of 100, 80 points sur 100. Le suivant, le filateur, il a aussi 80. Le teinturier, là, il a aussi 80. Puis celui qui confectionne, il merde tout le temps, donc il fiche en l'air la chaîne, et tout le monde est fâché contre lui, parce qu'il est en retard, il finit mal les coutures, on lui met 40. Donc, la première ligne, les 3 premiers gaillards, ils en ont marre d'avoir un collègue qui ne confectionne pas bien. Vous êtes d'accord? Logique. Vous allez à la deuxième ligne. On recommence. 80, coton magnifique. 80, la filature. Le dyeing, il est pourri. Il utilise des heavy metals, il rate les teintes, il est en rupture, il merde. Et puis le confectionneur est superbe. Qu'est-ce qui va se passer? Les 3 du haut, ils vont aller draguer le confectionneur, parce que leur problème, c'est la confection. Vous savez, c'est comme les 4 fois 100 mètres, les relais, on doit tous être unis. Puis les 3 du bas, du milieu, ils vont essayer de choper le dyeing, le 3e, parce que leur problème, c'est le dyeing. Donc, quand les chaînes de production se font concurrence entre elles, ça monte le niveau, parce que ça mène que de l'excellence. On ne parle pas de squeezer les prix, comme on fait dans le tertiaire. On ne parle pas de pousser la consommation, on parle d'avoir de l'excellence. Et enfin, tout ça, comme c'est online, on va faire des jokes, on prépare des softwares, vous allez adorer, que tu vas cliquer comme end user sur machin. S'il a des marques en dessous de 60, tu as des tomates, tu passes pour un con, enfin lui, et il doit accepter. Et puis s'il est top, tu as Super Mario, tu as une petite bagnole qui fonce, puis ils vont tous, et le but de tous ces gens, c'est d'être reconnus. C'est plus des ploucs à l'ombre que le end user ne s'intéresse pas. À la fin, on doit autant s'intéresser à comment les choses sont faites. Une marque doit répondre pourquoi elle fait un produit. Souvent, ouais, le concurrent, idiot, pourquoi il fait un produit? Comment il le fait? On le sait. Puis où? Eh bien là, je suis d'accord, les 3 quarts des marques, en tout cas, il ne faut pas répondre pourquoi. Ah ben, c'est Céline qui a dit que c'est cool, enfin, mais non, come on. Nous, on a fait 20-30 pièces, on a toujours eu des petits modèles. Ça, c'est du Slobian, organique, machin. Il a, je ne déconne pas, 3 ans, increvable, parce qu'on a mis bien au point, un juste prix. Puis on reste basic, tu ne le changes pas tous les 3 mois. Donc, on va arrêter là, mais je vais juste vous dire. C'est pour ça que, grâce à ces gens, ils ont tous leurs techniques, des idées. Mon petit rôle, enfin, c'est un rôle important, il me semble, c'est de juste tout mettre en ligne. Et la révolution, c'est vous qui allez la faire. C'est vous qui allez dire, mais je ne suis pas d'accord. Et puis, when shit happens, ils sont excusables s'ils merdent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas mettre un flic derrière chaque conducteur pour voir s'il a bu 0,3 ou 4 pour 1000. Tu ne peux pas garantir dans tes chaînes que c'est bien. Mais ce que tu peux garantir, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Avec des unannounced visits, on a tout un système. On utilise les NGO qui adorent aller faire des contrôles, ils sont payés pour ça. Et puis là, il y a un problème, tu le reconnais, tu dis, oh là, on prend les mesures nécessaires. Parce que tout ce qu'ont peur les marques, et plus elles sont grandes, et je te jure que je finis là, tous les grands concepts, ils ne risquent rien. Nespresso, McDo, ils ont le meilleur marché, le bigger market, voilà. Ils maîtrisent tout.
Mais des fois, tu peux te planter pour 2 raisons. Il n'y a que 2 raisons. Nokia, ils n'ont rien vu venir. Il y a un Nokia dans la salle. Bon. Kodak, ils n'ont rien vu venir numérique. Ils sont morts. Et c'était world leaders. Ça, c'est le premier risque. S'ils ne voient rien venir pendant 20 ans, c'est leur problème. Le deuxième risque, ils n'ont qu'un risque. C'est le risque de réputation. Et quand tu merdes dans la réputation, comme j'ai été une fois à un board à New York en janvier 2012, et puis il y avait Konak, vous savez, cette grosse boîte chinoise, 100 000 ou 1 million un monstre, qui fabrique tous les components pour les iPhones, pour les autres, les Samsung, tous ces trucs. Ils sous-payaient, mais il manquait un petit dollar par mec, par jour. Quand on sait qu'un iPhone revient à 130, 140 $, puis lime sur quelques cents, alors il y a eu des manifs, il y a eu des nanas, c'est pas sa télévision, c'était fantastique. 35 ans, elle était devant la porte du Apple Store, Fifth Avenue, puis elle a dit « I love so much my iPhone, ça a changé ma vie, merci Steve, mais j'aimerais juste qu'il soit éthique, juste qu'il respecte le minimum. » Et quand vos fans go against you, là tu dois te poser des vraies questions. Alors, vous savez quoi, ce qu'ils font les gens vers nous? Ouais, ton truc très savide, donne, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut savoir, on veut pas de risque. C'est pas qu'ils veulent changer le monde, ils veulent juste pas d'histoire. Money reste de l'argent. Ils veulent juste pas avoir d'histoire. Donc il faut surfer sur la peur de l'autre, la peur des fabricants, des marques, qu'il faut qu'elles arrêtent de faire ce qu'elles veulent. Elles vont rentrer dans le rang pour le meilleur, parce que ça montrera le niveau. Et sur le désir de vous, de dire, mais c'est vrai que j'aimerais aider ce con de Robin, j'avais de savoir. Et si tu n'as pas envie d'aller cliquer, je ne veux pas dire, va cliquer, t'es nul, Non, ça c'est moraliste, tu fais ce que tu veux, mais tu as le droit de savoir. Et voilà. Moi, j'avais envie de poser une question à tous nos superbes intervenants. Et Robin, d'ailleurs, je vais te relaisser la parole parce qu'une des questions, c'est, et elle est souvent adressée à la mode engagée, qu'est-ce que vous répondez aux consommateurs, à vos clients quand ils vous disent mais moi j'ai envie de m'engager, mais je trouve que cette mode engagée, elle est plus chère. Est-ce que toi, Robin, d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de poser une question? Quelles sont les premières marques qui ont acheté ton outil, qui sont partenaires de ton outil? Est-ce qu'un jour, tu auras un géant de la fast fashion qui va accepter que ses produits soient tracés comme ça? Il y a une boîte visionnaire, le premier client, c'était Switcher, évidemment. Mais je peux décider. Donc, c'est le premier gros client. Après, on a un groupe en Suède qui fait des énormes volumes, qui travaille avec 15 agents. Puis il a dit à tous les agents, de toute façon, je vous achète un certain prix, je veux quel code. Puis là-dessus, on prend 1% sur le FOB. Alors, le mec qui livre, je sais pas, pour 3, 4, 5 millions de marchandises, il doit nous payer 50 000, mais on doit monter des chaînes. Mais ça veut dire qu'ils vont impacter ça dans le prix final, je dis n'importe quoi, du t-shirt. Mais tu plaisantes. C'est le consommateur qui va payer ton outil? Non, c'est des agents et distributeurs. Ils vendent au mec, il a déjà sa marge, il a tout ce qu'il veut, puis l'agent qui a du 7, 8, 10 fois 10, 12, il a intérêt à lâcher 1%, puis pas le problème, parce que l'agent lui-même, il est dans la merde, s'il n'arrive pas à tracer ses usines. Ça ne doit pas coûter un centime de plus. Parce que chaque acteur de la chaîne il va amener les meilleures photos de son usine, tous ses diplômes pour montrer comme il est bon. Parce que pour une fois, on s'intéresse à lui. Donc il va se mettre en valeur. Donc c'est lui de faire ce travail. Et nous d'agréger le travail. Ça ne doit pas coûter plus cher. C'est des conneries. Entre un coton organique, éventuellement certifié GOTS, il joue un peu Max Havelaar, il taxe un petit peu, mais ça va changer de 15, 20 centimes sur un t-shirt. Hey, que vous payez 15 € ou 20 € ou 10 €, ça ne doit pas coûter plus cher. Je m'offusque. Ça ne doit pas coûter plus cher. C'est tout. Et je peux le prouver. Ça dépend si tu veux prendre du fil cachemire, bien sûr que ça va coûter autre chose. Mais là, c'est différent. Je parle de un produit responsable avec toutes les informations, éventuellement pour le bio, mais encore, ça ne doit pas changer le prix. Ok, merci. Ouais. Est-ce qu'un médicament, tu prends une aspirine, est-ce qu'elle va coûter plus cher qu'un autre? Si un médicament, il n'y a pas d'information sur l'étiquette, non.
Ça fait partie du médicament, ils sont obligés, c'est la loi. Eh bien, pourquoi il n'y a pas une loi qui dit comment c'est fait, où c'est fait? Non? Ça vous surprend? Okay. Carrie, Sakina, Bert, vous en pensez quoi? Quand un client vous dit, voilà, votre mode, elle est super, mais vous vendez quand même vos produits plus chers que chez H&M, par exemple, etc. La mode engagée doit-elle être plus coûteuse? Nos prix entre les deux. Si vous achetez une jean à une grande marque, ils peuvent être 150-200 euros. H&M, c'est 39-49. Nous sommes à 100 euros. Je trouve ça raisonnable. C'est aussi quelque chose qui dure. Nos jeans sont meilleurs fabriqués. On utilise par exemple plus d'eau pour délavage, mais il y a une technique laser et ozone aujourd'hui. Donc ça veut aussi dire qu'il y a plus de poussière par sablé, des trucs comme ça. Donc c'est une question de durabilité aussi. Y a pas, c'est difficile à dire. Si vous achetez une voiture qui dure 3 ans ou une voiture qui peut durer 10 ans, quel est le prix? Je ne peux pas répondre à ça. Mais je pense que notre prix est raisonnable, en dessous de 100 euros. On a du succès avec ça et je pense que c'est bien. Je voulais juste répondre à la question du coton, si je peux. Nous, on a un rapport qui dit que toutes les fils man-made fibers, de l'huile et le polyester, tout ça, chaque lavage, ça donne des petites pièces micro, nano, qui vont dans l'eau, qui sont difficiles à enlever, qui rentrent dans la mer, qui rentrent dans notre système, our food chain. Donc, moi, je suis quand même une fan de coton et des autres matières organiques, on va dire du bambou. Donc, il y a des choses à dire aussi pour le coton, je veux dire. C'est quelque chose... qui évolue, surtout. Ça a évolué. Ça aussi. Donc, Non, mais excuse-moi, juste pour toi. Dans une ou deux générations, les terres arables... pousse le bouton rouge, Robin. Marche pas. Mais on s'en fiche, vous m'entendez très bien. Vas-y. Ah voilà. Les terres arabes, la consommation d'eau, hein, pour le coton, pour l'organique et tout, le drip irrigation, ils le font mezzo. On a besoin de culture, on va changer l'activité de la culture du coton pour des matières synthétiques que tu recycles. Les nanofibres, ça va se régler. Il y aura des filtres. Mais tu es quand même d'accord que le coton, c'est pas l'avenir. Sous 4 générations. Oh, je parle, on sera plus là, hein, de toute façon. C'est vrai que le polyester, tout ça, c'est plus facile à recycler aussi. Ben ouais. Ça, ouais. Il y a une université hollandaise qui il y a 3 semaines réussi à chimiquement recycler le coton. Donc ça devient une viscose. Donc il y a quand même des choses qui avancent, c'est vrai. Sakina, tu avais une remarque? Ça marche. Non, mais je voulais un petit peu préciser, en ce qui nous concerne, nous, moi je pense que le coton, ça a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai démarré, bien évidemment, j'ai laissé le coton parce que je trouvais qu'il valait mieux prendre un bon polyester qui polluait beaucoup moins que le coton. Et c'est grâce à ça, parce que moi je dis pas à cause, je dis que c'est grâce à ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire que du recyclage. Aujourd'hui, j'ai 2 lignes. Une première ligne, et là je vais répondre aussi au prix, je vais en parler. Une première ligne qui, elle est donc, tout est fabriqué en France. Donc on va prendre une première règle. On a ce qu'on appelle les taux horaires. Voilà. On a un taux horaire. Nous, on a une marque qui a une gamme qui est beaucoup plus couture, où tous les tissus, 100% sont recyclés. On les rachète à la haute couture. Je rencontre François-Henri Pinault en 2010. J'ai le prix de la Fondation Kering. Et là, le défi a été de dire... et de constater que dans beaucoup de maisons de couture, beaucoup de grands groupes, que ce soit le groupe de Pinault, d'Arnaud, que ce soit les gens d'Hermès, ou d'ailleurs, Hermès d'ailleurs, ils ont décidé de faire autrement, mais ils consommaient à peu près, ils brûlaient plus de 50 000 mètres de tissu par saison. Et ça, c'était les chiffres qu'on avait. Mais là, en réalité, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, le défi a été de demander à François-Henri Pinault d'accepter que je fasse les poubelles de la haute couture. Donc, aujourd'hui, en 3 ans, on a, dans notre atelier à Barbès, on a racheté à la haute couture plus de 35 000 mètres de tissu avec lesquels on s'engage avec juste 3 matières, 3 couleurs. Chaque saison, on y va, on rachète. On en est à 35 000 mètres et aujourd'hui, on s'engage à réaliser toutes nos collections avec ça. Donc, pour revenir au prix, nous,
dans la gamme, tout dépend de la gamme. Nous, on a une gamme qui est beaucoup plus couture, créateur. Quand on met une journée à faire une veste tailleur, parce que bon, la manche, il faut la retravailler, etc., on a un taux horaire. Mais ce qu'on a décidé, on est dans un quartier qui est un quartier populaire qu'on aime parce qu'il y a du bruit, de l'odeur, c'est Barbès. Et ce quartier, on a décidé de ne pas créer de la frustration auprès de ces jeunes qui ne peuvent pas s'acheter des robes à 600 €, 500 €. Mais, pardon ? Ben, vous non plus. Et nous, en tout cas, le choix qu'on a fait, en fait, si vous voulez, en gros, nous, on a décidé, par exemple, de dire qu'on veut faire de la couture. Il n'y a pas de raison qu'un projet qui soit un projet d'insertion par l'activité économique ou qui soit installé dans un quartier populaire ne fasse pas de jolies choses qui prennent du temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on va chez Chanel, on achète une veste et nous, on pouvait concurrencer, en tous les cas se battre, créer de l'emploi sur un territoire français et avec une traçabilité française. Et en tous les cas, il n'y avait pas de raison qu'on soit beaucoup moins cher. Voilà, nous, notre combat s'est positionné là. Et après, on s'est dit qu'effectivement, moi non plus, je ne pouvais pas me payer une robe à 600 €. Donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait aussi imaginer des vêtements, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de toucher tout le monde, parce qu'on pense qu'il ne faut pas être, il faut incluer. Il faut pas être là à dire, ben voilà, nous, on est comme ci, on est comme ça, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour être ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand j'ai monté le front de mode, les gens se disaient « Ah, elle va faire venir un mec de chez Kering ». Moi, j'en ai rien à foutre que ce soit un mec de chez Kering. Moi, ce que je veux, c'est de faire avancer la machine. Et de faire avancer la machine, je pense que plus on est des acteurs différents et qu'on s'inclut les uns et les autres, qu'on se met autour de la table, eh ben, c'est comme ça qu'on va avancer. Et nous, quand on a commencé à dire « On aime notre quartier, Goutte d'Or, j'adore », et qu'on a commencé à sortir des sweats Goutte d'Or, j'adore, Barbès, Gozone, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits bobos qui ne venaient pas à Barbès, qui sont venus, et là, on a gagné. Et que tout le monde se mélange. Donc, et aujourd'hui, en tous les cas, sur cette deuxième ligne, on a décidé de racheter que des bleus de travail de chez Emmaüs, parce que moi, je suis une fille d'ouvrier, et que je trouve que c'est les gens de l'ombre qui font la lumière d'une société, qu'on ne voit pas, mais qui participent au produit intérieur brut d'une société. Et du coup, nous, on s'est dit, eh bien, on va recycler tous ces bleus, puisque maintenant, on passe à un vêtement technique. Tous les vêtements sont fluo, jaune, orange, etc. Et tous ces bleus, on ne sait plus quoi en foutre. Eh bien, nous, on a décidé de les récupérer, et on a créé une ligne qui s'appelle la Blue Line, et qui est réalisée avec du bleu de travail, et avec des sweats à message. Et ces sweats, qui sont évidemment fair trade, c'était pas notre métier d'ailleurs de faire du jersey. Et aujourd'hui, on réalise ces collections avec ces tissus recyclés. Et pour répondre à la question de Cécile, tout dépend de la gamme. Mais en revanche, ne croyez pas, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, quand on a nos salariés qui viennent à notre atelier à Barbès, nous on a un temps horaire. Si la jupe, elle met peut-être 20 minutes, ce qui est rare, eh ben, elle coûtera beaucoup moins cher. Nous, on s'engage, et là, il faut en parler de la marge. On n'est pas là à se faire du 4, du 5, du 6. On se fait la marge qui est celle qui nous permet de payer nos salaires, nos salariés, et de vivre correctement, et de faire en sorte que vous puissiez avoir accès à ce vêtement. On ne vend pas de l'image. Aujourd'hui, la marge, c'est l'image. Aujourd'hui, quand les grands groupes font partir le fameux sac Kelly, par exemple, eh ben, on n'est pas, enfin, en termes de coût de revient, eh ben, il y a l'image qui joue beaucoup sur la marge. C'est-à-dire aujourd'hui, un beau sac Kelly, ben, vous irez l'acheter parce que voilà, elle vient de telle marque. Mais quand un petit artisan fait le même avec le même travail, ben, les gens n'iront pas l'acheter. Et c'est là effectivement où il y a une responsabilité de consommateur et que finalement, cette histoire de traçabilité, elle est intéressante, elle est importante, mais il ne s'agit pas non plus de faire culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit juste de décider soi-même que nous avons envie de faire comme ça. Demain, si vous préférez avoir une marque, ben c'est votre choix. C'est votre choix. Moi, le mien, je le fais autrement et on va vivre ensemble. Sakina. Attends. J'ai de la chance, Robin n'arrive pas à allumer son micro. Donc avant tu poses la question que tu veux poser à Sakina depuis 5 minutes, je vais juste dire que c'est la dernière et ensuite, moi je vous inviterai, parce que je suis sûre que vous avez des questions dans le public, il nous restera 10 minutes, donc je vous inviterai à questionner Robin, Sakina, Carrie et Berthe. Vas-y. Sakina.
Tu es aussi maligne que moi. J'ai dit pendant 30 ans, les prix switchers, c'est des prix familiaux. Ça ne veut rien dire, d'accord? Tu dis, ouais, nous, les taux horaires. Ouais, c'est en fonction du taux horaire. On a des taux horaires. Combien tu vends ton matos? Combien tu payes la matière première que tu récupères chez les grands groupes? Puisqu'ils allaient le brûler, ils te l'offrent au moins? Je l'achète à 7 € le mètre. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu achètes, quand je fais une robe, ce qu'on appelle chez nous la rebase, qui nous demande par exemple peut-être 3 jours de réalisation, on la vend 600 €, et alors que quand vous irez voir une autre marque, c'est 2000 €. Donc j'assume ça, mais clairement. Donc tu marges à combien? Je marge à 2,5. 2,5 comme grossiste? Ou dans la boutique, à la revente? Moi, je marge 2,5 à la boutique, à la revente. Non mais attends, t'es ton propre grossiste, donc t'as deux... Non mais c'est bien, c'est juste, un jour les gens voudront savoir. Non, attends, je suis pas mon propre grossiste, je t'explique, je fais du wholesale aussi. Là, voilà, je te le réponds wholesale, tu marges à combien? Mais moi, je fais un vêtement, moi, je gagne dessus 2,5 et après, le magasin met 2,5 ou alors, 3. Il y en a qui mettent 3. Ça fait x5, oui, c'est juste pour savoir, mais attends, juste une chose. Les gens qui veulent acheter un Kelly, un sac Birkin, ou je sais pas quoi, comme il s'appelle, ouais. Oui, ça peut Birkin ou Kelly. Moi, je trouve que c'est bien. S'il faut des beaux objets, heureusement. Alors, c'est avec la traçabilité, ceux qui font de la pompe, de la copie merdique souvent, et ça, c'est dégueulasse. On est d'accord? Donc moi, je t'ai parlé. Moi, je t'ai parlé. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Moi, je t'ai parlé d'artisans. Moi, je t'ai parlé d'artisans. Ouais. Moi, aujourd'hui, il y a les métiers d'art, ouais. et je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui montent des ateliers et qui savent très bien travailler le cuir et qui savent très bien monter des sacs et qui c'est pas grave, hein, c'est eux, ils n'ont pas fait ils n'ont pas investi tout ce travail en image. Il suffit d'être lucide. Moi, je suis quelqu'un de lucide. Effectivement, ils n'ont pas mis ils n'ont pas investi tout ça dans l'image pour pouvoir se faire des marges beaucoup plus grosses. Parce qu'aujourd'hui, on va plus acheter un sac à une marque, et ça, c'est la réalité. Et on se dit, voilà, on met ce prix, on met le prix. Aujourd'hui, quand tu vas acheter une veste super bien coupée Saint-Laurent, tu mets le prix parce que c'est Saint-Laurent. Eh bien, c'est Laurent, il y a tout un service marketing qui a travaillé dessus pour que cette marque soit justifiée et que toi, tu aies envie de l'acheter. Mais il y a aussi des super façonniers en Italie, en France, qui montent des vestes, mais d'une manière extraordinaire depuis des années et qui ont peut-être 60 piges aujourd'hui, qui redonnent leur métier à des petits jeunes et qu'ils forment et qui ne pourront pas le vendre à ce prix-là. Non, voilà, parce qu'ils n'ont pas... C'était aussi, malheureusement, c'est aussi ces règles de notre société. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que je dis, je ne suis pas arbitre, je ne juge rien, mais je constate ça et qu'on est lucide. Je te taquinais, Sakina, t'es magnifique. C'est un oui. Vous n'assisterez pas à beaucoup des fusions comme ça aux universités de la Terre. Je vous défie de trouver une autre table ronde comme ça. Bon, maintenant, je vous invite, si vous avez des questions. Alors, je pense que si vous appuyez... Est-ce qu'on peut faire un test, mademoiselle? Est-ce que votre micro fonctionne? Oui. Voilà. De façon non démocratique, de nouveau, je vais désigner les personnes qui posent les questions. Au premier rang, monsieur, allez-y, en vous présentant, je vous en prie, juste en 2 mots pour qu'on... Jean-Pierre Caranta, je dirige des chantiers d'insertion, un programme international de repérage des leaders éthiques qui change la donne, qui s'appelle Chamingo, et je suis aussi accessoirement directeur de programme à la direction générale d'Orange. Je trouve que vous êtes formidable. Vous êtes l'incarnation même tous ils sont formidables. Du monde de demain. Et la phrase de Robin Cornelius, les entreprises d'avenir n'auront plus de clients mais des fans ralliés à leur cause, est l'expression exacte du monde de demain que nous devons tous ensemble bâtir. Pour autant, rappelons-nous d'une chose, si je puis me permettre, c'est que éthique vient du grec ethos. Et ethos en grec signifie comportement. Donc la problématique, elle est exactement celle que Robin Cornelius a donnée. C'est adresser chaque individu et s'adresser soi-même par rapport à sa propre conscience. C'est pour ça que maintenant, je fais essentiellement du coaching de dirigeants, si possible des patrons. Il me semble qu'il ne dépend uniquement que de nous. Il dépend uniquement de nous d'être acheteurs, d'être citoyens avant d'être consommateurs. Et j'aimerais justement vous proposer, plutôt que vous poser une question, mais après vous répondez de la manière que vous voulez, j'aimerais vous proposer de faire partie de ce programme international parce qu'il est online. Et c'est comme ça qu'on changera la donne. Comment
Comment ça s'appelle, Jean-Pierre, le programme? Vous pouvez le rappeler pour ceux que ça intéresse. Chamengo. Ah oui, c'est celui-ci. Alors, SHAMENGO. On a déjà repéré 295 leaders éthiques dans le monde. Avec des vidéos associées. Créé en 5 ans 197 500 emplois. Pourquoi 197 500? C'est parce que rien qu'en Inde, on a sorti les intouchables, ces petites jeunes femmes de 16, 17, 18 ans qui ramassaient les excréments des riches pour en faire des installatrices de toilettes chimiques, avec l'aide du docteur Patak. Parce qu'aux Philippines, on a créé des villages enchantés avec l'ancien directeur marketing de Procter & Gamble, philippin d'origine, et qui s'est dit « Mince, je suis philippin, et il y a 17 millions de pauvres aux Philippines. C'est pas possible de continuer comme ça. » Donc, il a créé des villages enchantés. Il a même réussi à convaincre des dealers de drogue pour animer ces villages. Hein. Il a été très sélectif. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. Mais la première des clés, c'est la conscience individuelle, c'est l'éthique. Merci Jean-Pierre. Bravo. Chamengo.fr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, soyez pas timide. Madame, allez-y. Attendez, je vous invite à rester assise pour qu'on puisse vous entendre en revanche. Ou alors à prendre votre micro et à le mettre à votre hauteur. Moi, je suis le médecin ayurvédique et le prof de yoga, et puis beaucoup intéressé dans la cuisine et tout ça. Je vous laisse simplement une question à poser. Je ne sais pas qui pourrait répondre. Que je le vois, c'est très très simple. Hein, c'est pas loin de tous les mots que je comprends pas moitié. Voilà, c'est simplement. Je voulais poser aujourd'hui. Je vois toutes les jeunes femmes qui jettent leurs vêtements, qui sont même pas. Il n'y a pas les trous, il y a rien. Ils sont vraiment de bonne qualité les vêtements. Tout le monde jette. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire, mais on parle pas de gaspillage vestiaire. Voilà. Donc ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Berthe, tu veux répondre parce que tu avais abordé le sujet. Ouais. Oui, c'est en fait le fast fashion, et c'est un produit du marketing, je pense. Donc on en a déjà parlé. Je ne sais pas comment résoudre ça. C'est encore une question du peuple. Contente parce que vous réutilisez votre jean et tout ça. Parce qu'en Inde, depuis toujours, j'ai vu que les grands qui mettent, les petits qui mettent, par exemple, s'il y a un pantalon de grand, le papa, il peut devenir pantalon de petit, et puis après, ça devient serpillère. Voilà, exactement, donc à la fin, on jette rien. C'est ça qui m'a tout le temps. Ici, on jette, tout est neuf, tout est bien, et c'est jeté. Oui, j'ai un petit chiffre, moi. Attends, excuse-moi, après je te laisse, Berthe, juste pour recontextualiser, moi j'aime bien ça. C'est que, en fait, on possède aujourd'hui 4 fois plus de vêtements dans notre garde-robe qu'en 1980. Oui. C'est important de le... Mais tout ça, ça a été poussé par des grandes marques. Fast fashion. Donc, moi, je n'y crois pas. Aujourd'hui, nous, notre prochain publicitaire va être Release Me. Et c'est entre autres de dire, je ne veux pas vous mettre la pression de chaque année ou chaque semaine, pardon, de changer de style. Moi, quand j'ai commencé dans le textile, il y a 30 ans, c'était très simple, tu connais, il y avait une collection hiver et une collection été. Ouais. C'était vachement bien. Aujourd'hui, chez Zara, excusez-moi, vous trouvez toute la semaine la nouvelle collection et la nouvelle pièce. Moi, je fais les 5 poches, ils sont impeccables. De temps en temps, il faut changer, parce que bon, il y a quand même un petit peu d'idées de fit et tout ça. On suit la mode et on fait en sorte que nos jeans sont impeccables et les fits est superbe. Et de temps en temps, il y a des bootcuts, bon, ok. Mais on essaie de faire des jeans qui sont aujourd'hui bien, mais aussi dans 6 mois et aussi dans 1 an. C'est la seule réponse que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une... Merci Berthe. Est-ce qu'il y a... Voilà, Carrie. Vas-y. It's estimated that 80 billion items of clothing come off of production lines worldwide every year. And even though this is a staggering figure, what it hides is the rolls of clothing which no one can find out about, which are incinerated before the clothes are even made. I mean, this is a huge problem, and people have tried and failed to find out how many rolls are incinerated every year for the purposes of brand production, of brand protection. Somebody told me just last week that they were trying to find out about some
some rolls of textiles from a disgraced designer, and they were told that 4 factories full of clothing and textiles had been incinerated. This is the kind of levels which we're talking about. We're not just talking about small quantities. We're talking about brands burning factories of clothing and textiles to protect themselves. And so this is why we need to be asking this question. This is why we need to be looking at waste. And this is why we as consumers have huge power, and we can keep on asking, who made my clothes? What's happening with this fabric? Je pourrais juste dire une petite phrase que je pense qu'aujourd'hui on achète, surtout les femmes, beaucoup par les pulsations, et cette pulsation donc de changement de mentalité, peut-être ça peut nous permettre aussi de ne pas tout le temps changer les vêtements. Oui, complètement. Je vais rebondir là-dessus parce que je pense qu'en fait il faudrait peut-être apprendre ce qui nous va, être peut-être plus sensible au style et pas à la mode. Il faudrait peut-être qu'on arrête de suivre la mode, mais qu'on sache juste ce qui nous va. Et je pense que ça rejoint une éthique personnelle, c'est savoir qui vous êtes, quels sont les vêtements que vous portez. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand on me demandait quelle était la robe que je portais, j'avais presque honte de dire « c'est une robe que j'ai achetée il y a 5 ans à New York ». Aujourd'hui, c'est vintage. Oui, aujourd'hui, c'est une fierté. Donc, à un moment donné, c'est ce que Coco Chanel disait, en fait. Ne confondez pas la mode et le style. Ouais, le style, c'est savoir ce qui vous va. Merci. Bon, j'allais dire il nous reste 1 minute, mais non, il est 18h01. Mais on peut encore prendre quelques questions peut-être avant qu'on nous sorte de la... Madame, non, c'est bon? Oui, devant. Premier rang. Bonsoir. Amandine Chadessolier des Trouvailles d'Amandine. Moi, je suis créatrice et fabricante de tissus biologiques qui sont faits en France, qui sont certifiés GOTS depuis maintenant 5 ans. Donc, j'ai mis en place une filière complète du tissage jusqu'à l'ennoblissement. On fait le conditionnement aussi. Je voulais rebondir sur quelque chose que Cornelius Robin a dit tout à l'heure. Depuis 2 ans, on est en train de mettre au point un affichage environnemental en France pour les textiles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est un petit peu dans la même veine que l'affichage qu'on retrouve sur l'électroménager, avec les A+, etc. Et malheureusement, il n'est pas encore mis sur le marché, mais voilà, il y a des choses qui vont, j'espère, voir le jour assez rapidement, que ce soit pour les tissus ou pour les habits confectionnés derrière, des étiquettes qui parleront de l'origine des matières qui ont été faites, la consommation d'eau, l'électricité, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille à plusieurs dans l'industrie textile française depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, c'était juste... Je vous promets rien, je vais essayer de voir si... Non, mais j'ai fait le lien. Ça marche. Bah, je sais faire un PowerPoint quand même. This is David. And this is David's t-shirt. On the label of David's t-shirt, there is a code. To this code, David can discover how and where this t-shirt by connecting to his computer on respectcode.org, or using the application respect code on his smartphone. So we can find out where the cotton used to make his t-shirt came from, how this cotton made its way to the factory, and discover who sold it all together. This way, David can make sure that the entire manufacturing process behind his t-shirt followed ethical standards. It is important for David to know that his favorite t-shirt, just like his mobile phone, his food, or his furniture, have all been made in a sustainable manner. Just like millions of other people, David is careful to protect what's around him. Because it's all about respect. Respect nature, respect the planet, respect others, respect life, respect yourself. Respect code. You're in charge. Bravo. Ça, c'est un pote, ça m'a coûté 2000 € à la faire. Bah, transparent, juste pas mal, hein. Et une dernière idée pour vous. Et puis pour la puce, là, au fond. J'avais essayé de lancer ça il y a 5-6 ans avec des clients.
parce qu'on avait 60 magasins des franchisés. Ils n'ont pas voulu, c'est quand tu as un produit, je prépare à la boutique un tampon genre La Poste, truc là, tu achètes un polo noir, tu peux mettre là ce serait bien vert fluo ou orange, et puis suivant le jour, tu règles ton machin, l'ananas c'est le vœu discret ou là, puis tu dis, c'est quoi ton machin 04 04 02, ben, je l'ai acheté le 4 avril 2002, il a 13 ans. De vintage, tu mets la date d'achat de ton produit et tu montres. Ça, c'est encore plus cool. Vous savez, c'est quoi? Un t-shirt de festival. J'étais aux Vieilles Charrues il y a 6 ans. Bravo. Bon, c'était le mot de la fin parce qu'on va être obligé de quitter la salle. Je vous invite, si vous voulez, rencontrer nos formidables speakers. Merci à eux. À les retrouver au rez-de-chaussée. Là-haut. T'es belle, toi. Merci. Faut que je vienne. Tu as une belle énergie, toi, ma puce. Et toi